Alors, bienvenue ce soir à la librairie La Liberté pour ce troisième entretien intitulé « Quelques nuances d'auteur de polar ». J'ai le plaisir ce soir de rencontrer deux personnes qui sont de grands amis dans la vie, qui font un peu de musique ensemble aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai fait des découvertes en faisant des recherches pour préparer cet entretien. Alors, Julie Rivard et Steve Laflamme. Voilà. Petite bio pour commencer. Alors, Julie est auteure de romances, entre autres, plus particulièrement. Elle est originaire de Pointe-Claire. Tu demeures à Québec depuis... Ça fait un bon bout de temps, oui. Julie a un baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde de l'Université Laval. Elle a suivi des cours de littérature à la TÉLUC, Télé-Université, en littérature jeunesse et en littérature anglaise à l'Université Laval. Exact, bon. Oui. Tu as fait une année de droit? Oui. Pourquoi? Bonne question. Je me le demande encore. Non, mon frère est avocat, puis évidemment qu'il m'a vendu de l'affaire comme... Et non, j'étais très curieuse aussi. Moi, je dis toujours que je suis une éternelle apprenante. Donc, si je pouvais être payée pour faire plusieurs baccalauréats, plusieurs maîtrises, je serais encore là. Ce serait mon métier officiel. Et donc, c'était comme un défi. Je me disais, suis-je capable? Et moyennement, finalement. Mais non, c'était très difficile. Et je vais toujours me souvenir, dans un examen, le professeur avait dit, « Madame Rivard, cessez d'écrire des romans. » Pour vrai. Donc, au lieu de dire en vertu de telle clause, tel article, moi, je partais puis j'écrivais 2 pages. Donc, j'avais pas le côté concis de l'avocat, alors j'ai abandonné à ce moment-là. Tu as été rédactrice pigiste pour différents magazines, entre autres des journaux d'affaires. Tu as une expérience de 22 ans en enseignement. Alors ça, c'est tout un record. Tenir le coup 22 ans en enseignement de l'anglais langue seconde au primaire. Exact. Oui. Tu as été également animatrice d'ateliers d'écriture, conférencière sur le métier d'auteur, tant au primaire qu'au collégien. Et tu es active dans le milieu littéraire depuis 15 ans. Moi, Julie, je te connaissais très peu. Mm-hmm. Et en faisant de la recherche, je suis tombé un peu en bas de ma chaise pour constater que en 16 ans, depuis 2009, tu as publié 29 livres. Oui. Alors, d'abord, 4 titres que je pourrais qualifier peut-être d'ouvrages pédagogiques. Oui. Hein? Ensuite, en littérature jeunesse, 11 titres dont tu es l'auteur, plus une collaboration. Mystère à l'école, je présume, le collectif. Mystère à l'école, oui. Excusez, c'est parce que... Ensuite, des romances. Oui. Donc, tu as choisi le créneau de la romance, on va en parler un petit peu plus loin. 4 titres de romances plus en général, si on veut, avec Rétro Love, Le 5e balcon et les 2 titres des Hôtesses de l'air. Oui. Ensuite, des romances d'époque que ton auteur qualifie. Alors, les romances d'époque, c'est Les Canotiers, La Maison des Levasseurs, oui. Les Torrents et La Maison. Exact, oui. Ensuite, des polars romances, ou on peut appeler, oui. avec qui se passe dans le milieu de la pègre, je comprends bien, oui, avec oui. Medza Morta et oui, mes premiers romans, oui, ça fait longtemps, 2009, oui. Et puis Drama, tu as eu un prix des abonnés de la Bibliothèque de Québec en 2011, si oui, je me souviens bien. Et plus récemment, la série L'affaire avec un prénom féminin. Oui. Donc, 4 titres. Donc, le premier était plutôt au niveau de la pieuvre, hein, si je me souviens. Oui, c'est ça. L'affaire Eva Beck, c'est avec des femmes criminelles. Il y a comme une spécialité policière dans chacun. Léane Cohen, c'est un pyromane. Lily X, l'entomologie judiciaire. Puis Chanel Fitch, qui vient de sortir, là, c'est plus la neuropsie d'un criminel. Et c'est là qu'est apparu le personnage... d'Henrik Hansen, le détective. Henrik Hansen, tout à fait. Donc, le plus récent, celui que tu viens que tu as lancé il y a quelques semaines déjà. Oui. L'affaire... Chanel Fitch. Deuxième invité, Steve. Alors, Steve Laflamme, je le connais un petit peu plus. On s'est connus en 2017, un peu plus. On avait un projet de festival du polar à Québec. Et ça n'a pas fonctionné. Pas à cause de... Pas du tout à cause de Steve. Mais pour moi, ça reste encore très nébuleux pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est pas vraiment ça qui est important. Steve était dans un autre
style de littérature beaucoup plus noire. Et je ne sais pas si tu as vu, en 2024, un de tes auteurs favoris, je pense, Stephen King, a publié un roman qui s'appelle « Plus noir que noir ». Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à toi, puis j'ai dit, ça me semble ça correspond au type de littérature que nous livre Steve Laflamme. Puis c'est un auteur que j'aimais beaucoup parce que je me souviens quand on avait le projet de festival, tu voulais qu'on invite, hein? Oui, si on peut rêver dans la vie. Hein, on peut rêver d'inviter Stephen King. En fait, techniquement, on peut l'inviter. Je ne veux pas dire qu'il va répondre, mais on peut l'inviter. Je pense qu'il n'est jamais venu à Québec, d'ailleurs. Hein? On se disait que ça serait une occasion idéale, ça aurait lancé. Pas très sorteux, apparemment. Donc, tu as une image de marque beaucoup plus noire que peut avoir Julie. Ben, il y a plusieurs nuances dans le roman policier, puis c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui connaissent minimalement le roman policier qui pensent que c'est juste un grand ensemble dans lequel tous les... il y a toujours le même genre de pattern ou de recettes. Puis en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a des nuances, là, c'est le cas de le dire. Puis c'est ça. Moi, je fais du suspense, en fait, plutôt. C'est très noir, c'est vrai. J'explore beaucoup la noirceur de l'âme humaine. Ça me fascine bien gros. Je pense que c'est pas mal ça qui définit ce que je fais. Tu es originaire de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on dit Tout juste évadé du joug. Tu as un baccalauréat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Tu as une maîtrise en création littéraire de l'Université Laval et tu enseignes la littérature, dont, entre autres, la littérature policière au Cégep Sainte-Foy. Tu es musicien, tu es guitariste, tu joues du blues, du rock, du folk. Vous avez eu l'occasion de faire ensemble au moins un spectacle que j'ai vu sur Facebook. Tu as publié plusieurs articles sur la littérature de genre, sur la langue, entre autres dans la revue Québec français et dans Clair Obscur. Et tu as publié un certain nombre de nouvelles. Tu as reçu, par exemple, tu as reçu des prix où tu étais en nomination, par exemple, avec... Le prix Damas Potvin, qui est un prix régional au Saguenay dans la catégorie professionnelle. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Et ensuite, tu t'es lancé dans des romans. Première trilogie, la série Xavier Martel, pour laquelle tu étais finaliste pour le prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie roman, pour Le Chercheur d'âme, qui était le premier de la série. Et j'ai cru comprendre sur Facebook qu'il y en a peut-être un 4e tome qui s'en vient. Il va y en avoir un 4e. Faut juste que je sache comment finir ça, cette série-là. C'est juste ça qui me reste à trouver. C'est un détail, c'est juste un petit détail. Ensuite, tu as collaboré à la série Contes pour tous. Tu as 5 titres, dont dans le plus récent, tu as 4 titres plus... Les Contes interdits. Les Contes interdits, oui. Oui. Dont le plus récent, qui est un ensemble de nouvelles, je crois, hein, sur la petite fille aux allumettes. Oui, c'est ça. C'est en fait une anthologie. C'est qu'on a... tous les auteurs de la collection écrivent leur version du récit de La petite fille aux allumettes qui apparaît dans... En fait, c'est une des contraintes qu'on a quand on écrit les contes interdits. La petite fille aux allumettes doit faire une apparition à un moment donné. Tout le monde ne la voit pas nécessairement. On doit trouver le moyen de la faire apparaître quelque part dans une scène. Puis, c'est ça. Ils ont eu l'idée de faire une anthologie dans laquelle on va comme raconter l'histoire de la petite fille allumette telle qu'elle apparaît dans un de nos contes. Je vous lancerai tantôt un défi, là, parce que je l'ai déjà lancé dans les 2 autres entretiens, voir si vous allez le relever. Tu as fait de l'auto-édition également. Pourquoi de l'auto-édition? Oui, en fait, un petit recueil de nouvelles. C'est un trip que je voulais m'offrir, en fait, pour avoir le contrôle sur tout du début à la fin, être capable de voir un peu, sonder les eaux de ce côté-là, voir un peu comment ça fonctionnait. Puis le deuxième, en fait, c'était en fait si on veut, les débuts là, de Xavier Martel. Un petit roman d'à peu près 150-200 pages, là, juste pour... c'est un petit bonbon, en fait, que je voulais donner aux lecteurs qui avaient apprécié la série pour qu'ils voient, en fait, par où ça a commencé. C'est toujours intéressant de pouvoir revenir au début d'une histoire, comme tu l'as fait. Oui, parce que tu peux faire des clins d'œil aussi. En fait, j'ai fait des clins d'œil aux 3 romans de la série dans ce préquel. Ça se dit-tu ça en français? Préquel, je sais pas trop. J'ai cru voir que ça se disait, mais c'est pas très beau. Antépisode.
Et la troisième trilogie, et la deuxième trilogie, pardon, avec Santinelli et Volta. Ouais. Et le dernier titre qui est La mémoire du labyrinthe, qui est lancé ce soir, et que j'ai eu le privilège de lire. C'est un des premiers à l'avoir lu. C'est le premier à l'avoir fini. À l'avoir lu en rafale. Soit peut-être le seul à le finir aussi, on ne sait pas. Ça a pris 3 jours seulement. Je ne fais pas seulement ça toute la journée, mais j'ai lu vraiment en rafale. Et j'ai lu rapidement aussi le plus récent ouvrage de Julie, parce que je les ai reçus assez tard dans le temps. Vous êtes tous les deux dans un métier ou une profession, je ne sais pas trop comment qualifier, là, de l'enseignement. Vous transmettez des connaissances. Toi, Julie, tu transmets des connaissances dans une langue seconde. Toi, Steve, tu transmets des connaissances sur la littérature. Tu veux faire aimer la littérature. J'imagine que tu veux faire aussi aimer la langue anglaise à des enfants du primaire, dans le fond, là. Est-ce que c'est un peu, ça se traduit un peu dans votre production? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, après avoir lu vos 2 romans, que vous voulez transmettre des connaissances. Toi, Julie, d'une part, l'affaire Chanel Fitch, il y a quelque chose qui est en évidence là-dedans, c'est la neuropsychologie. Alors, il me semble que c'est au cœur de cette histoire-là. Ben, en fait, c'est un défi d'auteur parce que je trouve que le roman policier, tout comme dans la romance, ben il y en a, il y en a des tonnes. Et puis, on veut un peu réinventer, pas réinventer le genre, mais on veut que ce soit rafraîchi à chaque livre. Donc, juste faire la chasse aux indices pour trouver le coupable en bout de ligne, pour moi, c'est bien. Il y en a qui le font de main de maître, mais c'est un peu classique. Donc, puis comme je disais, je suis une éternelle apprenante. Donc, moi, si j'apprends pas personnellement, je vois pas la plus-value de me lancer dans une aventure qui, pour moi, va durer 1 an, là, en tout et partout. Puis c'est sûr que mon côté pédagogue, ben, j'ai l'impression que c'est un défaut professionnel. Mais comme Steve le disait dans son petit discours tantôt pour son lancement de livre, là où c'est compliqué et qu'il faut que ça soit bien fait, c'est qu'il faut pas que ça ait l'air trop pédagogique, universitaire, trop documentaire. Donc, c'est là où mon travail doit embarquer ma matière grise pour dire ben comment je vais faufiler ça habilement, subtilement, pour que le lecteur apprenne tout comme j'ai appris, parce que c'est ce qui me passionne. J'espère que ceux qui me lisent aussi en ressortent plus instruits, mais c'est le fait de ne pas déposer de la matière, puis que ce soit pas lourd. Faut que ça soit aussi pas gratuit. Ça doit être pertinent aux scènes qu'on met. Qu'on met de l'avant. Donc, oui, puis à chaque roman, ben j'aime ça m'instruire sur une spécialité différente. Ça demande de la recherche. Exact, ça demande de la recherche, et moi, je me trouve toujours des experts que j'adore interviewer. Moi, là, si j'avais pu faire 1000 métiers, ben en fait, je le fais à travers mes romans, je vis 1000 vies. Et donc, quand j'ai la chance d'interviewer un expert, ben pour moi, c'est un grand privilège parce que je vis un peu par procuration leur métier et tout. Donc, j'espère que je le fais bien et assez subtilement, là. Moi, effectivement, j'aime beaucoup lire des polars. Bien évidemment, j'aime ça, essayer de trouver la solution avant le personnage principal. Mais ce que j'aime, c'est effectivement, c'est d'apprendre des choses. Puis dans mes avis de lecture, je le fais régulièrement. Genre, j'ai appris telle chose. Ah, je connaissais pas tel aspect de détail. Puis toi, Steve, avec La mémoire du labyrinthe, moi, ça m'a permis de découvrir un auteur que j'aurais jamais osé aborder. Et j'ai l'impression que c'était un peu un de tes objectifs. Ben, c'est ça. C'est que Borges, je le disais un petit peu tantôt, c'est un auteur qui est intimidant parce que c'est... Moi, c'est ça, je me répète, mais si je l'avais lu à 20 ans, j'aurais pas retenu grand-chose. Ça m'aurait frustré parce que... puis je l'ai expérimenté pour l'avoir enseigné pendant plusieurs années. Je l'ai enseigné en 4e session. J'ai essayé de le faire lire en session 1, à un moment donné, la bibliothèque de Babel. T'as brisé tes Tabarouette, ouais. Il y en a qui sont encore ces pilules. Et non, c'est une grosse pointure. Puis ce qui m'impressionne de Borges, puis là, je vais faire attention parce que là, je pourrais m'enflammer puis me mettre à parler de Borges longtemps, mais ce qui m'impressionne de Borges, c'est que c'est un auteur qui a abordé des questions métaphysiques super complexes, mais dans des récits très courts. Il a écrit aucun roman. C'est juste des nouvelles, puis je parlais de la bibliothèque de Babel, là, il y en a des questions dans le roman. C'est un récit d'à peu près 12-13 pages. Puis moi, si je voulais écrire un roman sur le concept qu'il a développé là-dedans, ça me prendrait 300-400 pages. Parce que c'est super complexe. Puis, donc, il y a une question
il y a un esprit de synthèse, il y a une façon de présenter les choses, puis c'est drôle parce que les gens qui me demandent OK, pourquoi je devrais lire Borges, je leur dis c'est pas parce que tu verras pas des personnages qui sont très très approfondis. Tu le lis pas vraiment pour le style non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de phrases de Borges qu'on aurait envie d'écrire sur un mur. Puis l'intrigue, peut-être pas tant que ça. Puis, fait que là, il y en a qui me disent mais pourquoi je le lirais d'abord? Puis en fait, c'est pour autre chose. C'est que c'est pour les concepts qu'il a imaginés. C'est pour l'espèce de plaisir de découvrir aussi. Le grand plaisir de Borges, c'est de s'instruire. C'est quelqu'un qui a passé l'essentiel de son enfance dans une bibliothèque. Puis voilà. J'étais presque parti. Hein. C'est dur. Le prof est en train de l'emporter sur l'auteur. Je vais essayer de revenir. Vous êtes dans deux créneaux de littérature. Je vais glisser un mot tantôt, on parlait de romance, de new romance. J'ai cherché sur le site de l'Office québécois de langue française, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. C'est une lacune importante pour l'Office. Les ouvrages sont toujours annoncés, en tout cas les récents, new romance. Pour moi, new romance, c'était des romans de filles. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas lu. Parce que j'ai eu l'impression que ça me visait pas comme lectorat. Mais en lisant l'affaire Chanel Fitch, bien sûr, il y a peut-être 2 scènes torrides, 2 allusions, et évidemment, il y a la relation entre les 2 partenaires, mais j'ai trouvé que c'était d'abord et avant tout un polar. Oui. Et je me suis dit, est-ce que je me privais de lecture parce que j'avais l'impression que c'était des romans qui étaient des romans de filles? Tout d'abord, l'appellation New Romance, c'est une marque déposée. Oui, donc, c'est pour ça que c'est pas traduit. Parce que même si je suis enseignante en anglais, le français, moi, c'est toute ma vie. Mais donc, c'est l'éditeur Hugo en France qui a déposé cette marque. Puis ce que c'est un mélange de genres, ce qui me plaît beaucoup à moi, parce que moi, j'aime les trucs très éclectiques. Et donc, c'est toujours fond de romance, mais avec du fantastique, ou fond de romance avec quelque chose de plus noir, justement, ou policier. Dans Retro Love, il y a un tout petit peu, justement, de fantastique, parce qu'elle fait un voyage dans le temps. Tout simplement. Mais oui, le principal, c'est l'enquête, et moi, je trouve ça très important d'être vraisemblable. Je fais énormément de recherches, comme je disais. Puis, dans le fond, c'est juste que je donne une place aux relations interpersonnelles entre les policiers. Parce que, je veux dire, moi, j'ai 2 cousins qui sont policiers, puis ils ont des vies familiales, des vies amoureuses. Puis je trouve aussi que des fois, les sentiments, parce que c'est pas de la romance fleur bleue du tout, c'est des sentiments réels de tous les jours, là, qu'on vit tous, ça vient contrebalancer, ou du moins... parce que on faut pas être tout le temps dans l'action trépidante, parce qu'à un moment donné, le lecteur s'essouffle. Puis moi, j'aime bien faire des montagnes russes et puis passer par toute la gamme des émotions. Donc moi, je trouvais que ça contrebalançait, ça rend les personnages plus réels, on dirait qu'ils vivent à côté de nous. En tout cas, ça les rend plus en chair et en os. En chair particulièrement dans 2 passages que vous avez soulignés. Oui, par des relations interpersonnelles, il y en a aussi dans ton roman. Oui. Ton inspecteur, il y a une femme, elle a des problèmes, mais il y a cette relation, mais elle est beaucoup moins présente. En fait, c'est ça, c'est que c'est un... Dans ma première série, l'enquêteur Xavier Martel est tellement fucké. Il y a tellement de toutes sortes de problèmes et une particularité physiologique que je voulais, dans cette série-là, je voulais créer un policier qui est juste normal, parce qu'en réalité, on a tout le temps cette espèce de défi-là qu'on se donne. Hein. Quand on écrit un roman policier, on veut créer un enquêteur qui va captiver le lecteur. On veut pas que ce soit quelqu'un de banal. Puis des fois, on va lui donner une particularité, mais là, à un moment donné, ça vient que il y a une espèce de surenchère là-dedans aussi. Là, il va y avoir un enquêteur qui a telle affaire, puis un autre qui a telle affaire, puis un autre qui a telle affaire. Puis j'avais envie de créer un personnage qui est bien ordinaire, qui aime ça revenir à la maison le soir, puis qui est pas, il y a pas de squelette dans son placard, puis tout est beau, puis il regarde l'antichambre, puis il y a bien du fun. Parce qu'il y a plusieurs polars où le personnage principal a des gros problèmes là, qui remontent dans le temps, là, puis ça devient lourd, puis prochain épisode, on va savoir un petit peu plus, puis on n'en sait pas un peu plus, puis c'est à suivre. Mais ça, c'est j'aime pas le mot recette, là, mais c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps. Ouais. L'idée d'un secret qu'on creuse.
dans le roman Le Liseur de Bernard Schlink, un professeur de littérature qui dit quelque chose de super intéressant. Il dit la littérature occidentale est construite sur un secret. Puis c'est un secret qu'on garde pour des raisons nobles ou pour des raisons perverses. Puis c'est souvent ça qu'on voit, c'est que puis ça fonctionne bien parce que le lecteur, si on réussit à captiver le lecteur, il va en savoir un peu plus sur le passé du personnage. Puis qu'est-ce qui fait que le personnage est devenu comme ça. Puis c'est le cas de Xavier Martel dans ma première série, puis c'est le cas de Frédéric Santinelli aussi dans la deuxième. C'est juste qu'à un moment donné, faut pas non plus, tu sais, si j'écris 50 romans, je veux pas non plus créer toute une gamme de personnages qui pourraient tous être des invités à Claire Lamarche, là, non plus. Là. Mais tu sais, c'est un albinos obèse qui aime, je sais pas moi, le blues et la tarte aux pommes, tu sais, je sais pas. Là. Okay. Unijambiste aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a des romans policiers qui vous ont marqué plus principalement, Julie? À part ceux de Steve Laflamme, qui m'ont marqué. C'est sûr que à la fin de mon adolescence, au cégep, je dirais que Mario Puzo, Le Parrain, je ne sais pas si on peut entrer ça, je pense que oui. Hein? Oui. Ça m'a marqué parce que c'était une écriture tellement simple, mais tellement captivante. Et justement, il ajoutait un côté chaleureux à ses personnages. C'était pas un polar froid, aseptisé, comme on voyait, comme je disais, on cueille des indices puis on découvre le tueur. Donc là, on s'attachait à Michael Corleone et on voulait voir le père, qu'est-ce qui va arriver, puis la fratrie aussi. Ça m'avait marqué, le thème des frères, des chicanes et des trahisons et tout. Donc j'exploite beaucoup ça dans mes romans. Donc il y a eu une grande influence. Fait que ça, je dirais Le Parrain, oui. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui rejoint ce que tu cherches dans ce que tu écris beaucoup, c'est-à-dire que c'est probablement le premier roman qui nous a amenés véritablement dans l'univers de mafia italienne, de l'intérieur. Donc il y a quelque chose de pédagogique là-dedans aussi, là. Ouais. Et toi, quel est le polar? Moi, dans le québécois, c'est ce que j'ai, en fait, ce qui m'a donné le petit coup de pied au derrière, là, c'est quand j'ai lu, je me souviens, de Martin Michaud, qui était une solide brique qui allait dans plein de directions en même temps. C'était pas linéaire. Puis je me suis dit, OK, on peut faire ça, on peut aller dans plein de directions. Puis moi, ma grande révélation, tu parlais de Stephen King tantôt, mais ma grande révélation, moi, c'est il y a 10 ans quand j'ai découvert Don Winslow. Je me répète tout le temps, là, ceux qui m'ont entendu souvent entendent tout le temps ce nom-là, mais Winslow, pour moi, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup justement la démarche que Julie a, que moi j'ai aussi, c'est-à-dire la documentation. La trilogie sur les cartels mexicains, ça a nécessité 22 ans de documentation pour lui. C'est ultra réaliste. Puis là, c'est le prof qui va parler un petit peu, mais quand on lit Winslow, on se rend compte qu'il perd pas, même s'il écrit des briques de 6, 7, 800 pages, il perd pas de temps à décrire des choses inutiles. Il y a à peu près aucune description de décor dans ses romans. Il raconte ce que les personnages disent, ce que les personnages font, ce que les personnages pensent. Point. Je trouve ça, c'est une efficacité extraordinaire. Puis évidemment, il y a un humour noir qui me plaît beaucoup, là. Je veux dire, c'est comme ma tasse de thé, là. Ou de café, très noir. Puis moi, c'est sûr que ça me rejoint beaucoup, parce que je trouve que c'est ça, on parlait du roman policier tantôt, là, puis du côté très classique, là, il faut rocker ça un peu, là. Tu sais, puis je suis en train je finis avec mes étudiants, là, un bloc sur le grand sommeil de Raymond Chandler, puis c'est 1939, mais on est vraiment avec un personnage très cynique, puis très sarcastique, puis des traits d'humour que les étudiants ont beaucoup aimé là-dedans, parce que justement, tu sais, il faut désamorcer ça un peu. Je sais que Chantal est en train de lire Daniel Pénac, puis Pénac fait ça aussi. Il y a une intrigue policière, mais il va désamorcer ça avec une remarque humoristique des fois. Donc il faut que ça soit plus que du roman policier. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait du style. Il faut qu'il y ait faut que ce soit punché. Il faut qu'on apprenne quelque chose aussi. C'est un véhicule. Hein? La littérature, peu importe le genre, ça parle de l'être humain. Donc c'est juste que le véhicule est différent. Puis le roman policier, ça fait ça aussi. Julie, tu lis du roman policier aussi, j'imagine. D'après toi, le polar québécois, comment il se distingue par rapport au polar plus international? Quelle perception que tu en as? Puis je vais demander poser la même question à Steve. Tout d'abord, moi, je trouve qu'au Québec, peu importe le genre, on n'a rien à envier aux autres auteurs internationaux.
Je dirais qu'à l'international, surtout peut-être les Américains, tout ça, ils ont tendance à faire des polars qui sont très gros. Ils s'en permettent, ils ont beaucoup de budget fictif dans leurs histoires. C'est correct, ça nous fait, c'est une belle évasion pour les lecteurs. Moi, j'adore ça, là, tu sais, les même les séries qui adaptaient des romans comme les Reacher, les Bourne, puis tout ça, Bourne Identity, puis tout ça, j'adore, mais c'est gros. Ce qui nous distingue au Québec, c'est que je trouve que ça colle un peu plus à la réalité. Il y a des polars qu'on dit régionaux, comme là dans les cantons de l'Est, où Louise Penny le fait très bien aussi. Donc, je trouve que ça rajoute un peu plus d'humanité aux policiers. C'est pas le détective... je sais pas, il y a comme une distance avec certains personnages de livres traduits ou américains, tout ça. Les Scandinaves aussi font un peu comme nous. Je sais pas si c'est une caractéristique nordique, mais on sent qu'on est dans le village, on sent qu'on est près des personnages. Ils ont leur travers, ils ont de l'air vrai, authentique. Donc, peut-être qu'au Québec, on a cette force d'authenticité. C'est sûr que il y a quelque chose dans la langue, évidemment. Il y a quelque chose, comme tu dis, c'est vrai dans le fait que c'est plus petit, avec le réalisme. Il y a aussi, en fait, la réalité sociale qui est différente. Tu sais, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, c'était une histoire de tueur en série. Je savais bien que j'en écrirais pas 12, là. Je veux dire, des tueurs en série au Québec, heureusement, on n'en a pas tant que ça, là. Mais, à un moment donné, il y a une question de ressemblance aussi. Je peux pas avoir un tueur en série à Limoilou à tous les 6 mois, là. Donc, il faut passer à autre chose un petit peu. Il faut explorer d'autres affaires. C'est un peu un défi, effectivement. C'est tout le temps le même qui sort de prison, finalement. C'est ça. Il est tout le temps libéré sous condition, tu sais. Mais non, mais c'est ça, c'est la réalité sociale qui est différente, puis on a tendance à être moins sensationnaliste aussi qu'aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, c'est tellement gros, c'est tellement anonyme que tous les auteurs de policiers aux États-Unis peuvent écrire une histoire de tueur en série, puis ça va être plausible, entre guillemets, sur le plan social, parce qu'on dit qu'il y a toujours bon an, mal an, 500 tueurs en série qui sont en circulation aux États-Unis. Une autre raison pour pas y aller cette année. Mais c'est que... Alors qu'ici, ben c'est ça, le côté social est différent. Je sais pas. Moi, je le verrais là-dedans, dans les thématiques, là, ce qui fait la particularité du polar québécois. Là. Si on parle de vos personnages, j'ai été agréablement surpris. Pas surpris. J'étais heureux de constater, Julie, que dans l'affaire Chanel, il y a un personnage qui va consulter un personnage de Steve. Oui. Il me semble que c'est la première fois que 2 auteurs acceptent. Des clins d'œil comme ça. Je pense que ça s'est fait ailleurs aussi. Oui. Là, tu sais, c'est des petits clins d'œil pour les auteurs de romans policiers qui connaissent le panorama des auteurs du Québec. Là, tu sais, c'est un petit amusement, c'est un petit hommage. On en a parlé dans les 2 autres entretiens parce que j'ai un peu lancé le défi à des auteurs de produire peut-être un recueil de nouvelles ou un cadavre exquis, par exemple, où les personnages des différents auteurs travailleraient à une enquête ou à une partie d'enquête. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Ben, faut jamais dire jamais. Mais... Parce qu'on a déjà Richard qui a dit « Je trouve ça intéressant ». Il y a Isabelle Lafortune, la dernière fois, qui m'a dit « Ah, moi je suis partante ». Donc là, on serait 4 auteurs. Il y a un auteur derrière là, peut-être, qui serait intéressé. Il y en a un autre là, qui serait peut-être intéressé. Donc, l'idée est lancée. Je pense que ça sera original, parce que j'en reviens pas de voir comment tous vos personnages travaillent à la Sûreté du Québec, mais ne se connaissent pas. Je veux bien croire qu'il y en a qui sont en région, d'autres à Montréal, d'autres à Québec, mais j'imagine qu'à un moment donné, la Sûreté du Québec, c'est pas si gros que ça. Les personnages devraient se connaître. Ah, ils sont en télétravail. Henrik Hansen, il est apparu comment, ça? Comment tu as imaginé ce personnage-là? Mon Dieu, c'est la pire question. Mais, excellente question. Excellente question. Comment apparaissent les personnages? Oui. Non, hein, je suis pas mal je suis toute seule. Il a fallu quelqu'un qui décide. C'est toi qui décides que tu vas chercher quelque part dans le magma des personnages potentiels. Tu es allé en chercher un, puis tu lui as donné des caractéristiques physiques, psychologiques. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a donné Henrik Hansen, sergent détective à la Sûreté du Québec? Ce que je peux admettre, là, sincèrement, c'est que j'avais envie de créer un personnage masculin qui avait
plusieurs de mes traits. C'était la première fois. Souvent, naturellement, je vous dirais, étant une femme, je vais plus mettre de moi dans les personnages féminins. Donc, je me disais, là, garde-toi. Imagine, t'es un homme, tu travailles pour la SQ. Donc, bon, l'humour sarcastique, le côté aussi, comment je pourrais dire, pas qui est suspicieux, mais qui est toujours un peu en train de douter de, de la crédibilité de l'autre, ou si l'autre est... l'honnêteté de l'autre. Ouais, je suis pas méfiante, mais tu sais ce que... Bon, une petite prudence, un genre de petit droit de réserve qui se garde tout le temps. Donc, peut-être qu'il y avait cette part-là de moi qui voulait vivre à travers ce personnage-là. Puis c'est ça, je voulais m'éloigner aussi du policier super alcoolique, semi-fini. Mais là, il y a une dernière enquête qui le fait revivre, tu sais. Donc, c'est un gars il y a quand même un choc post-traumatique. Donc ça, c'était intéressant de travailler là-dessus, là, en psychologie du personnage, parce qu'il est membre de l'escouade de plongée. Donc, beaucoup de noyades d'enfants l'ont affecté. Mais sinon, c'est un gars en forme, c'est un gars qui est aussi très gastronome. Hein? Il fait des bons soupers, il aime la bonne bouffe, il aime le blues. C'est ça, je voulais un personnage un peu plus, au goût diversifié. Puis Léane Cohen, elle est enquêtrice spécialisée en incendie criminel. Ça, c'est très pointu. Oui. Pourquoi? Ben, tout d'abord, je lui ai donné mon amour de tout ce qui est rétro. Donc, c'est aussi une chanteuse dans un groupe rockabilly. Elle danse le jive. Je voulais un personnage coloré. Ça prenait un personnage féminin qui a beaucoup de, pardonnez-moi l'anglicisme, Michel, de drive, parce que Henrik est quelqu'un de solide. Et je voulais un duo qui allait bien être assorti. Puis, incendie criminel, ben j'ai des amis qui sont pompiers, puis ça m'a toujours fascinée. Donc, au lieu de juste faire des feux tout simples, j'ai dit, quels sont les subterfuges que les pyromanes utilisent, les moyens les plus originaux, les plus scientifiques. Fait que je voulais aller dans l'originalité, puis ben, c'est là que j'ai appris beaucoup et que j'ai transmis. Steve, Frédéric Santinelli, c'est une professeure de littérature. Est-ce qu'il y a des liens un peu avec toi quand tu as créé cette personnalité? Oui, c'est sûr. C'est sûr que les auteurs dont elle parle, c'est des auteurs que je lis, qui m'intéressent. C'est ça. En fait, à un moment donné, quand on écrit, on se dit, bon, tu sais, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais puis que je peux apporter? Je me rappelle que la première fois, quand j'ai sorti mon premier roman, il y a un journaliste de par chez nous qui m'a interviewé puis qui m'a demandé, puis il n'y avait pas de mauvaise intention dans sa question, mais je trouvais ça intéressant. Il dit, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à ce... C'est quoi ta brique, toi, sur le mur de ce qui existe déjà dans le policier? Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup du roman policier, là. Puis il faut trouver notre angle. Puis à un moment donné, ben, le personnage de Santinelli est apparu, je dirais un peu par hasard, dans le 3e roman de la série, Xavier Martel. Puis en 2 pages, ben, elle m'a comme convaincu qu'il y avait un potentiel dans ce personnage-là. Puis ça fait un petit bout de temps que je pensais à avoir un personnage qui est professeur de littérature, mais encore là, c'est un peu le même problème. Ça entraîne le même problème que j'évoquais tantôt avec les tueurs en série, alors qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Je peux pas écrire 12 romans dans lesquels toutes les enquêtes seront des crimes littéraires. Ça serait bien le fun que la littérature soit importante à ce point-là pour tout le monde, là, mais il y a une limite aussi à ça. Ça fait qu'il faut trouver des petits tours de passe-passe pour faire intervenir la littérature là-dedans. Mais c'est ça. Je me disais, qu'est-ce que je connais puis que je peux amener là-dedans, parce que c'est la littérature de genre, c'est souvent une espèce de cheval de Troie, là, qui fait qu'on va amener le lecteur dans un domaine où il irait pas nécessairement si le véhicule n'était pas approprié pour ça. Ma mère disait souvent, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Est-ce qu'il y a une heure particulière? Est-ce qu'il y a un contexte musical? Est-ce que ça faut écrire dans... Disons qu'avant d'avoir des enfants, j'écrivais très tard le soir. Donc, je m'étais développé une routine jusqu'à minuit, 1h, où j'étais seule, sans dérangement et tout. Fallait que je me crée une bulle. Mais avec la vie, les enfants, en plus, bon, on enseigne de jour, tout ça... j'ai tout naturellement par instinct de survie avec les 2 carrières parallèles, là, j'ai été obligée d'être capable de m'asseoir puis écrire comme ça 20 minutes pendant mon dîner. Après, je retourne à l'école, le soir avec le bruit. Donc, moi, j'écris à la table de la cuisine.
ça bouge, les gens me parlent, je me mets de la musique par contre. Ça prend une ambiance musicale, ça c'est certain. Mais là, j'ai réalisé que je suis à l'opposé de l'ambiance que j'avais besoin étant plus jeune. Et puis là, ça fonctionne. Et là, ce qui est très drôle, c'est que si j'ai une rare journée où j'enseigne pas, personne n'est à la maison, là, je suis comme, oh mon Dieu, je vais tellement être productive, je vais écrire pendant 6 heures de temps. Et non. Il y a comme un calme qui est louche. Puis là, ça marche plus. Donc, c'est quelque chose, le cerveau de... Est-ce qu'on peut dire que tu écris pendant que Pierre te cuisine un risotto aux tomates sur pesto de basilic italien, mozzarella di bufala, piment de pistel? Oui. Pierre, mon conjoint, c'est un architecte informatique, extrêmement pragmatique et bon. Puis il dit, c'est toi l'artiste, mais en fait, lui, non, c'est dans la cuisine. Alors... je suis gâtée. Je fais plein de tâches ménagères pour compenser. Inquiétez-vous pas, là. J'abuse pas de Pierre, mais oui, il me fait des bons repas, puis ça m'inspire pour Henrik, justement. Je transfère le talent. Oui, puis tu fais de la bonne bouffe pour tes personnages. Exactement, voilà. Steve, le contexte d'écriture, ça te prend de la musique, ça prend... La musique, ça fait pas longtemps, parce que j'étais pas capable d'écrire avec de la musique. Quelqu'un m'avait dit, essaye d'écouter de l'instrumental, parce que les paroles nous dérangent tout le temps, là, surtout quand on est, moi, je suis comme un TDA un peu, donc ça devient un peu dérangeant, mais non, je me suis habitué à ça, puis tu sais, j'ai pas de rituel particulier, c'est une réponse plate, mais j'ai pas vraiment de j'ai pas de scotch pendant que de toute façon, ça me réussit pas tout le temps bien, le scotch, de toute façon. Non. Pas d'objet fétiche à côté de toi? Non, objet fétiche, tu m'avais demandé de penser à ça, voir si j'avais un objet fétiche, puis je pensais apporter mes écouteurs, puis c'est un peu plate. J'ai une page blanche peut-être, parce que je planifie beaucoup, puis je travaille sur mes grandes feuilles, mais j'ai rien d'incantation au soleil. Tu dis que tu travailles sur une grande feuille. Il y a quelques années, tu m'avais parlé d'un logiciel d'aide à l'écriture, Scrivener, si je me souviens bien. Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu utilises ce genre d'outil-là? J'ai utilisé pendant un certain temps. Je trouvais ça pratique parce que ça, visuellement, tu vois quand même l'étalage de tes chapitres, mais je travaille plus avec ça maintenant. Je travaille plus avec... je reviens au papier, moi, le papier puis le crayon sur des grandes feuilles. Je sais pas, il faut que je vois... faut que je m'étende. Faut que je vois ce qui se passe. Avec un plan détaillé ou... Moins qu'avant. Avant, j'avais tendance à être un peu frénétique et un peu fou là-dessus. Là. Puis finalement, je planifiais beaucoup. Puis je me rendais compte au chapitre 4 que finalement, le plan prenait le bord. Donc, ça devenait un peu du travail perdu. C'est que je fais maintenant de la micro-planification. Je planifie, mettons, 8-10 chapitres. Je vois où je suis rendu, puis après ça, je replanifie encore quelques chapitres, puis comme adapter ma méthode. Toi, Julie, tu procèdes comment? J'y vais un peu plus par scène, c'est très visuel dans ma tête. Donc, je me dis, je suis rendu au chapitre 3, là, je vois qu'il va se passer telle chose, donc je mets les grandes lignes. Je fais comme du micro-planification comme Steve. Et puis, j'ai noté quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit, si Santinelli, au début, quand tu as commencé à écrire, Santinelli m'a convaincu qu'elle méritait que je développe davantage son personnage. Donc, c'est ça qui est très intéressant et un peu creepy. C'est que nos personnages décident pour nous. Là, ça a l'air un peu bizarre de dire ça parce que c'est toujours bien nous qui écrivons, là. Mais souvent, c'est ça, on fait des plans, puis là, le personnage dit quelque chose qui sort spontanément de notre inspiration à nous, mais c'est comme pas nous qui avons décidé, puis là, il nous amène ailleurs. C'est particulièrement Donc, c'est pas comme étrange. la réalisation d'un film où le réalisateur arrive avec le scénario puis dit à l'acteur, toi, tu vas faire ça, Non. toi, tu vas faire ça. Il l'écoute peut-être un petit peu, mais là, le personnage vient te dire, non, là, il faudra faire telle chose parce que non. Oui, et donc c'est l'avantage d'écrire seul. Ouais. Parce que, bon, le plan peut prendre le bord n'importe quand, puis on est plus flexible. Mais tu sais, des fois, je vois des auteurs qui écrivent à 4 mains ou justement pour une série télé où tu as le producteur qui s'en mêle, le réalisateur. Là, ça doit être tout un défi pour un auteur de roman. Tout à fait, Oui, de s'adapter à ça, oui. Jean pourra sûrement parler parce que un de ses romans était surprenant. Avec qui vous aimeriez prendre un café, une bière, un whisky, un vin ou...
Moi, c'est une réponse plate encore, mais j'irai avec Winslow, avec mon auteur favori, parce que je me rends compte que quand je lis, je suis jamais vraiment totalement lecteur. Je suis tout le temps, je suis tout le temps dans le rôle de l'écolier. J'essaie tout le temps d'apprendre quelque chose dans ce que je lis. Puis lui, je sais pas, il y a un rythme que j'aimerais être capable de maîtriser, là, cet auteur-là. J'aimerais ça voler 3-4 conseils, disons. Moi, j'aurais dit Elvis, mais ça n'a aucun rapport avec les livres. Donc, quoique c'est un grand lecteur, en plus. Je dirais Tennessee Williams parce que c'est l'auteur qui m'a le plus marqué pendant mes études. Grâce à lui, j'ai découvert l'ambiance du sud des États-Unis. Là. Donc, il y avait beaucoup de sensualité dans ses écrits. Ça, c'était nouveau pour moi parce qu'à l'époque, je trouvais que dans la littérature québécoise, il y en avait très peu. Je trouve que c'est un maître des non-dits. Tous les secrets là, qui se révèlent, puis ça fait excusez encore l'anglicisme, un build-up, une construction, puis à un moment donné, tout éclate, puis là, c'est un drame familial, un drame amoureux. Je trouvais qu'il était le maître de la construction du drame et de la tension amoureuse ou tension psychologique. Puis il avait l'air le fun en plus, il a l'air de... Mais oui, Tennessee Williams, pour lui dire à quel point il a changé ma vie. Si on demandait à tes personnages de te décrire, ton personnage, il te voit comment comme auteur? Aïe, aïe, aïe. Il dirait que ça roule, puis c'est un peu complexe dans ma tête. Je crois qu'il me trouverait généreuse. Je leur donne beaucoup de beaux moments. Je sais pas, mon Dieu, quelle question. C'est des bonnes questions. Je suis déroutée. Il me dirait merci parce qu'il n'existerait pas. D'abord, il faudrait qu'il me remercie un peu. Mais c'est ça, je pense que je leur fais vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux moments. Alors, c'est ça. Ils se sentiraient à l'aise dans le rôle que tu as donné. Ils se sentiraient à l'aise dans le rôle que je leur ai donné, oui. Steve? Comment un de tes personnages pourrait te décrire? Il penserait quoi de toi comme obsessif, auteur? Probablement obsessif. Ouais. Des fois, je lâche pas le morceau. Là. Je veux qu'il y ait un petit détail qui va compléter le personnage ou qui... non, ça, c'est pas exactement ça. C'est pas ce mot-là. Je pense que ça serait obsessif, d'après moi. Ouais. Est-ce que vous jouez à la loto? Jamais? Bien, ce soir, vous allez jouer à la loto. Okay. On va jouer à la loto des cœurs et des piques. J'ai 25 cartes, 12 piques, 13 cœurs, qui correspondent à des mots, des expressions sur le côté noir ou sur le côté clair des humains. Et je vais vous en faire piger un. Et j'aimerais ça que vous me disiez en quelques mots à quoi ça vous fait penser cette expression-là ou ce mot-là. Alors, c'est comme un roc. Je vais les mélanger et je les donne un à la fois parce que... Donc, ça va être... Justice. À quoi, pour toi, cette expression-là évoque quoi, la justice? À part mon année en droit où j'ai failli y passer. Justice. Mon Dieu. Est-ce que ça existe, la justice? Exact, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai un côté... comment dire? Pas naïf, je suis très lucide, OK? D'ailleurs, il faut que je fasse attention pour pas être cynique. Mais on dirait que j'oublie. J'ai pas de TDA, mais là, j'oublie mon côté cynique, puis je veux y croire. Puis j'essaye au moins d'appliquer la justice en tant qu'enseignante, parce que les élèves me le disaient, lui, il a le droit, pas moi. J'essaye dans ma vie, justice pour tous ceux qui n'ont pas de voix, qui ont soit, c'est ça, j'ai certains élèves avec des handicaps ou des difficultés. Donc, j'essaye moi-même d'être juste et de véhiculer des principes de justice. Mais... je trouve que c'est une notion qui est très fragile en ce moment, puis ça vient me chercher. Ça, c'est quoi? C'est le 1 de pique. C'est le 1 de pique. Ouais. Et c'est injustice. C'est injustice. Quel hasard. Quel hasard. Je sais pas, je serais tenté de dire que la littérature policière est beaucoup construite sur des injustices. C'est souvent ce qui est à la base du crime.
L'injustice d'être né dans un milieu plutôt qu'un autre, l'injustice d'avoir subi quelque chose plutôt que quelqu'un d'autre, l'injustice je pense aux 7 jours du Talion de Patrick Sénécal, l'injustice aux yeux du personnage principal de la sentence qui est infligée au criminel qui a tué sa fille. Donc, c'est le yin puis le yang là, qu'on a pigé, mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est la base de la littérature policière, l'injustice. Je le vois comme ça. Je vous avais demandé d'apporter un petit bout de texte pour lequel vous êtes vraiment fier d'avoir écrit. Est-ce que un de vous deux a... Ben, tout d'abord, moi, je suis quelqu'un de plutôt gêné et très... J'essaie d'être très humble. Donc, moi, j'étais profondément gênée de lire un de mes extraits. Ça m'aurait fait grand plaisir de lire un extrait de Steve. J'ai pas choisi un extrait, donc, où je sens que je suis le plus fier. Je voulais pas avoir l'air de dire, ben écoutez, moi, quel bel extrait je suis en train de vous lire. Puis là, les gens dans la salle sont comme, ben c'est un peu ordinaire, ce qu'elle lit là. Tu sais, elle se prend pour qui? Bon, bref. Donc, moi, étant donné que, je me répète, mais étant donné que j'aime apprendre, j'ai choisi un extrait où je parle de l'entomologie judiciaire. C'est l'étude, donc, des insectes sur les cadavres. Ça se passe en Louisiane, dans les bayous, donc ils découvrent des corps. Et puis, c'est toute l'étude scientifique des pupes qu'ils appellent et des larves et tout et tout. Donc, les larves de mouches à cheval avaient parlé. Les mythes d'eau avaient aussi chuchoté quelques réponses, tout comme leurs compères les araignées crabes, les demoiselles et les scarabées grimpeurs. Ces petits êtres vivants, recueillis par les doigts consciencieux d'Henrik Hansen, avaient révélé un pan de l'histoire de la victime. Son mois de février, du moins. Son tout dernier, sans Saint-Valentin, sans mots doux ni chocolat praliné. Elle était décédée, bien sûr. L'équipe d'aide pathologistes et de techniciens sous la férule de Janelle Bonvillain avait été en mesure d'établir la vitesse de croissance des diverses espèces d'insectes et de plantes. En tenant compte de ces cycles de vie, de la profondeur de la section précise du bayou gauche, des caprices de Dame Nature et des ballonnements du cadavre, les scientifiques purent affirmer que Brenda Landry ne s'était pas déplacée dans l'eau, qu'elle y avait été jetée après son assassinat et qu'elle y avait macéré pendant une période de 25 à 30 jours. Moi aussi, j'ai choisi un extrait qui est plus didactique, si on veut, là. C'est un roman qui parle de Borges, donc j'ai pris, je m'excuse à l'avance, mais j'ai pris un extrait dans lequel il y a un personnage dans le roman qui est un expert de Borges, quelqu'un qui enseigne Borges, qui explique aux policiers la logique derrière la bibliothèque de Babel. Puis là, je m'excuse, la plupart d'entre vous, probablement, vous n'avez pas lu ce texte-là, donc ça va être expliqué là-dedans. En fait, l'idée de la bibliothèque de Babel est comme précisée ici, puis la raison pour laquelle le personnage en parle, c'est que dans l'espèce de maison où il y a quelque chose à décrypter, le premier étage est en fait tout ce qu'il y a à ce premier étage-là, c'est que les 4 murs sont placardés de haut en bas de pages sur lesquelles il y a des symboles en fait, il y a plein de lettres qui sont illisibles. Puis c'est le principe, là, en fait, un principe hérité de la bibliothèque de Babel. Alors le personnage du policier dit « Vous pouvez me vulgariser ça pour que je comprenne avant demain matin. » C'est un texte à mi-chemin entre le récit et l'essai, la bibliothèque de Babel de Borges. Borges y décrit l'existence d'une bibliothèque contenant tous les livres, ceux qui ont été écrits, mais aussi ceux qui ne l'ont pas encore été. Comment est-ce possible? Parce que les paramètres de composition des livres font en sorte que la bibliothèque contient toutes les possibilités existantes. Chaque livre est constitué de 410 pages, de 40 lignes chacune, chaque ligne comptant 80 caractères. Les lignes sont noircies de mots ou de syntagmes résultant de l'assemblage aléatoire des 25 lettres de l'alphabet convenu à la base dans le texte de Borges. « Je ne vous suis pas, fit Volta, les sourcils froncés par la confusion. » Baise se leva et s'approcha d'un des murs. Son index pointa au hasard une des feuilles de papier. « Regardez. Chaque feuille respecte les paramètres établis par Borges. 40 lignes de 80 caractères. Inintelligible, intervint Volta. Pour la plupart, oui, mais le postulat de Borges, c'est que la bibliothèque de Babel contient toutes les possibilités mathématiques qui existent, soit le résultat de 410 multiplié par 40, multiplié par 80, multiplié par 25. Le nombre est astronomique, vertigineux, et il donne une illusion d'infini tant il est énorme. Mais c'est là que ça devient intéressant, s'enthousiasma Baez. La bibliothèque n'est pas infinie.
Il y a une fin à la quantité de tous ces livres possibles, excepté qu'aucun humain n'aurait le temps, dans toute une vie consacrée exclusivement à la lecture, de lire tous les livres. Alors à quoi bon? Ce qui ressort du texte de Borges, c'est que tous les livres existent déjà, potentiellement, sauf qu'une majorité d'entre eux n'ont pas encore été écrits. Le prochain best-seller existe en théorie, M. Volta. Il reste à son auteur à agencer les paramètres afin de le créer en tant qu'objet physique, mais il est bien là virtuellement. Lisant la perplexité de Volta à l'expression qu'il affichait, Baez poursuivit. Imaginez une guitare. On sait déjà qu'il y a un nombre de notes fini, prédéterminé dans la gamme musicale, n'est-ce pas? Le manche d'une guitare compte 24 cases, chacune traversée par 6 cordes. Cela nous donne 144 notes possibles, bien que plusieurs d'entre elles soient identiques. Là où je veux en venir, c'est que sur cette guitare se trouve déjà, du moins potentiellement, la mélodie du prochain hit numéro 1 des palmarès. C'est hallucinant, non? C'est vertigineux, en effet, mais ça rime à quoi, tout ça? Borges évoque une espèce de déterminisme qui remet en question le rôle de l'auteur dans la création littéraire. Si toutes les combinaisons existent déjà, en théorie, jusqu'à quel point peut-on affirmer qu'un auteur crée quoi que ce soit? Son œuvre n'est peut-être que le fruit du hasard. Si Victor Hugo n'avait pas existé, ou même s'il avait choisi d'être autre chose qu'écrivain, le roman Les Misérables n'aurait peut-être pas encore été écrit au moment où je vous parle, M. Volta. Vous vous rendez compte? Mieux encore, peut-être qu'un écrivain produirait ce roman dans 500 ans. Pire encore, imaginez un animal qu'on positionnerait des années durant devant un ordinateur et à qui on montrerait comment rafraîchir à répétition la page d'un générateur de livres de la bibliothèque de Babel. Cet animal finirait peut-être par générer un ensemble de combinaisons cohérents, etc., etc., etc. Je trouve ça intéressant parce que c'était lu l'extrait du roman qui m'a vraiment marqué. Je l'ai relu 2-3 fois, cette portion-là, et je me disais, où en est la création littéraire? Hein? C'est... Le fait d'avoir pensé à cette idée-là, ouais, et d'être capable d'avoir développé ça dans un récit d'à peu près 12 pages aussi, chez Borges. La multiplication, ça donne 38 millions quelque chose. J'ai fait le calcul pour voir ce que... Puis on peut s'amuser en ligne, vous tapez là, générateur de livres de la bibliothèque de Babel, puis vous pouvez toute une vie rafraîchir la page, puis peut-être trouver 3 mots à un moment donné qui existent pour vrai. Bien, je voudrais remercier Julie et Steve pour votre générosité. Merci, Steve, d'avoir proposé cet entretien en duo. C'est une formule qui était différente parce qu'ordinairement, c'est un entretien avec une seule personne. Donc, je vous rappelle l'affaire Chanel Fitch et la mémoire du labyrinthe. Les volumes sont ici. Si vous n'êtes pas procuré encore, c'est le temps de le faire. C'est le temps de les faire dédicacer. J'ai mon exemplaire qui va être prêt à être dédicacé. C'est toujours important d'avoir une dédicace dans un livre. Ça ajoute de la valeur ajoutée au livre dans notre bibliothèque. Je voudrais vous remettre un cadeau souvenir. Je pense que je te l'ai déjà donné, Steve, mais celui-là, il y a une dédicace particulière. C'est un ouvrage qui s'appelle « J'ai tué mon auteur », que j'ai écrit il y a quelques années. Et dans cet ouvrage-là, c'est une fantaisie romanesque où il est question d'un personnage qui n'est pas du tout content du rôle que lui fait jouer son auteur. C'est pour vous rappeler que c'est important de bien soigner ces personnages, de les faire manger de la bonne bouffe, de leur faire boire du bon vin. Le bon vin, et de leur donner le rôle que ces personnages-là voudraient jouer. Parce que sinon, ils risquent de vous tuer le plus rapidement possible pour acquérir leur liberté, pour être utilisés par un autre auteur un peu plus tard, où là, ils pourront satisfaire leur objectif de vie. Alors, à Julie, c'est beaucoup. Je voudrais également remercier évidemment la librairie La Liberté qui nous accueille, Julie Collin qui a inscrit ces événements dans les événements de la librairie, le personnel de la librairie pour toute la logistique, préparation des livres comme tel, Dominique Lalande qui est la conjointe de Stéphane Ledien qui nous donne un coup de main, Richard Sainte-Marie pour l'enregistrement des entretiens et pour votre participation, pour votre présence aujourd'hui, c'est très, très, très apprécié. Et bonne soirée.